vous avez des mélanges de béton, briques de céramique, mais qui peuvent être décontaminés. Et à ce moment-là, on pourra aller vers ou en décharge classe 1 si on ne peut pas. Alors très important, le bois peut être traité de différentes façons. Le créosote, c'est connu, peut être avec des sels minéraux comme l'arsenic. Et là, pareil, l'incinération. Par contre, lorsque vous avez tout ce qui est les peintures, si ça contient des isocyanates, décharge classe 1. Donc on va doser des isocyanates. Les isocyanates, c'est ce qui vous permet d'avoir des mousses polyuréthane pour l'isolement, pour isoler. Ensuite, des déchets de protection du bois, donc tout ce qui est des lasures, ça peut contenir des organeaux éteints, ça peut contenir des recyclages ou incinérateurs. Et puis de plus en plus, quand vous démontez un immeuble, vous allez vous retrouver avec des quantités non négligeables de tubes fluorescents. Et là, on verra qu'il y a des filières spécialisées, en particulier pour tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous avez Recilum pour des lampes, vous avez D3E, ROS, Restrictive on Hazardous Substances. Donc peu à peu, on va rentrer dans la caractéristique et dans la composition de ces déchets. Mais auparavant, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de problématiques à résoudre. Et ici, la Fédération française du bâtiment a établi, voyez, les modes déchets inertes, recyclage, classe 3, mode d'élimination, en fonction des tests de la recyclabilité. Sur les emballages, pareil, soit incinérables, recyclables. Sur les déchets non dangereux, décharge classe 2. Donc peu à peu, et là, on va aborder un sujet qui est aujourd'hui prégnant sur les déchets dangereux. Vous êtes dans le bâtiment, les deux qui vont venir à l'esprit, c'est l'amiante, vous l'avez ici, avec, en fonction de l'amiante friable ou pas, vitrification, alvéole classe 1, alvéole classe 2, et pictogrammes, et on verra les aspects réglementaires et l'organisation de ces filières. Et peu à peu, on va quitter le bâtiment pour arriver sur les réseaux routiers, donc tout ce qui est aussi les analyses, notamment de tout ce qui est les enrobés bitumineux. Alors, tout d'abord, on doit valoriser. C'est le thème de ce Polytech. Valoriser, c'est l'acceptabilité des matériaux en technique routière. Donc, quels vont être les critères? Si ces critères ne sont pas satisfaits, il y a une voie d'éviction, les classes 2, classe 3. Et bien pour ça, il faut faire des analyses sur les lixivia. Le lixivia, c'est de mettre en contact de l'eau et voir ce qui se passe. Quel est le degré au contact de ces matériaux, du potentiel de pollution. La lixivation, ça consiste à mettre en contact avec l'eau et ensuite on va venir mesurer un certain nombre de polluants. Mais ça peut être inhérent aux constituants même du matériau. Ça constitue en hydrocarbures, les papiers goudron, en HAP, en BTX, donc en produits volatiles, en PCB. Donc, l'acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière, elle suit un processus qui est très clair entre déchets de chantier, un arrêté ministériel et l'économie circulaire. C'est un gisement de surface, comme une mine. Les déchets sont devenus une mine. Gisement, caractérisation, domaine d'emploi. Vous avez naturellement des limites du réemploi qui est fixé par cet arrêté, procédure qualité, critères de recyclage, teneur en éléments polluants, comportement à la lixivation. Eh bien, c'est là le rôle de EGS Multilab, laboratoire d'essai. C'est notre rôle. Donc, pour cela, le comment et le pourquoi, il nous faut le comment, il nous faut des moyens, avec des équipements très sophistiqués de la spectroscopie atomique d'émission. On va aller chercher dans la classification périodique en ICP-MS ces matériaux, les métaux lourds dans les IC, pour l'optimisation de vos filières BTP. Ensuite, sur le matériau brut, vous avez des matériaux, non seulement le BTP, c'est le monde du minéral, mais c'est aussi, pour un certain nombre de matériaux d'isolation et tout, le monde de l'organique. Et dans ce monde de l'organique, on va utiliser d'autres techniques qui sont la spectrométrie de masse. Et là, on va aller doser ces produits pour pouvoir les classer en fonction de l'exigence de l'arrêté du 12 décembre 2014 qui dicte les conditions d'admission des déchets pour pouvoir vous en débarrasser. Alors, un des sujets actuels, un des sujets très importants qui vous préoccupe, c'est la gestion des déchets BTP, avec deux termes, l'amiante que vous connaissez, les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Eh bien, quand vous voyez cette route, sachez qu'on le verra pourquoi. Il y a deux écueils quand on va travailler à recycler les matériaux de cette route. Première chose, la détection de fibres d'amiante dans l'enrobé et en même temps des hydrocarbures polyaromatiques. L'information que je vous dois, c'est mais d'où ça vient, quel en est l'historique, quelle en est l'essence, quelle en est l'occurrence. Eh bien, un enrobé, c'est un granulat, plus des fines, plus un liant bitume. Et on va voir que dans l'histoire, l'amiante a été utilisée dans les années 70-95 par ajout de 2%, et on va la trouver dans la couche de roulement des routes et des autoroutes, et dans d'autres couches qui ont fait l'objet de recyclage. Les hydrocarbures aromatiques, leur présence, leur occurrence provient de la présence de goudron dérivé de houille, anciennement présent dans les liants. Donc, voilà pourquoi on a à s'en préoccuper. Voilà ce que justifie les investigations, voilà ce qui justifie l'optimisation des filières. Cette confrontation avec la matière. Et bien pour ça, il y a une réglementation, en particulier tout ce qui est la gestion des risques sanitaires dans les travaux sur enrobés routiers. L'amiante, la circulaire du 15 mai 2013. D'autre part, les obligations en termes d'exposition. Quant au HAP, on va pouvoir avoir du stockage, de l'usage, du recyclage, suivant un classement. ppm, c'est la partie par million de teneur en HAP. Ici, vous avez un déchet inerte, ça roule. Ici, recyclable à froid uniquement, déchet non dangereux. Et là, vous passez à déchet dangereux. Donc, voilà la clé en fonction des résultats d'analyse, de l'organisation, de l'optimisation des filières. Alors, comment on va faire? Donc, potentiellement, vous êtes ici tous concernés. 3 étapes. Une étape d'échantillon, c'est conditionné à cause de l'amiante dans des doubles sacs Ziploc. 2 possibilités d'échantillonnage, carottage ou agrégat. Et ensuite, c'est l'analyse de l'amiante par cet appareil qui est une technique de microscope électronique à transmission qui répond à une norme NFX 43050 sous accréditation COFRAC dans les laboratoires LGS. L'analyse des HAP, c'est de la spectrométrie de masse, suivant la norme 15527, pour laquelle on est accrédité COFRAC, et ça procède d'une technique d'analyse qui est la chromatographie, phase gazeuse, détection spectrométrie de masse. Voilà ce qui donne l'essence de nos prestations, nos accréditations COFRAC, la technicité et nos équipes d'ingénieurs qui y travaillent. Un autre domaine, c'est tout ce qui est les fils électriques, etc., susceptibles de la directive ROS, restrictive, si on peut les recycler ou pas. Les facteurs limitants, c'est le brome. Pourquoi le brome? Parce que le brome, c'est le retardateur de flamme à travers des bromodiphényl éthers sur tout ce qui est électrique pour que ça ne prenne pas feu, y compris dans mon iPhone. Je vous rappelle que cette conférence est retransmise directement sur Periscope. Je salue mes followers. Ensuite, la directive du Parlement européen qui limite l'usage des substances dangereuses dans ces équipements. Et ensuite, pour la valorisation des déchets, la directive européenne 2012-19. On utilise pour cela des techniques d'analyse de fluorescence X qui permettent un dosage à la fois des métaux lourds, du brome, simultané. On va l'utiliser notamment recyclage des tubes, recyclage des équipements électriques. Vous voyez, par exemple, la filière Recylum, les déchets électriques, le traitement qu'on fait subir pour avoir un broyat homogène, et ensuite vous avez ici la suite, les analyses. Alors je vous ai parlé de changement de paradigme, qu'on passait d'un système linéaire à un système de boucle, c'est-à-dire d'économie circulaire. Il y a aussi la transition numérique qui est très importante. Alors je voudrais saluer les gens de la Fédération française du bâtiment. Vous avez une application iPhone qui est remarquable, qui est celle-ci, qui vous permet de rechercher le centre de traitement, qui vous met les pictodéchets, et tout un système qui fonctionne et qui vous permet cette organisation. L'algorithme permet très vite de gérer ce problème à l'ère de l'économie circulaire. La deuxième chose, nos laboratoires ne sont pas en retard sur cette transition numérique. Tous les renseignements, y compris cette conférence, vous pourrez la télécharger et si vous flashez ce code, et vous aurez notre journal, les conférences et un certain nombre d'informations qui est en ligne, parce que
nous avons intellectuellement à réfléchir à tous les aspects réglementaires, les aspects techniques, les aspects normatifs, et c'est notre travail qui met à votre disposition l'efficacité de la réactivité de nos laboratoires d'inspection et de contrôle. Alors, on a créé des choses. Dans la transition, on crée des systèmes intelligents. Je vais vous en présenter un qui répond bien à la thématique d'aujourd'hui. Il s'appelle Waste Valorisation Manager. Quel était l'objectif qu'on partage avec vous certainement? C'est d'organiser, de sécuriser des nouvelles filières de gestion de déchets. Ça, c'est un problème capital. La deuxième chose, une innovation, en embauchant des ingénieurs en mathématiques appliquées qui vont définir des inférences logiques, des codeurs et autour de la table, des écotoxicologues. Rappelez-vous le classement des déchets de H1 à H15, H14 le paramètre écotoxicologique, les autres c'est toutes les caractéristiques de danger. Donc l'innovation, on a créé Waste Valorisation Manager. C'est une vraie valeur ajoutée de nos prestations ASGS. Très important, ce qui nous vaut d'ailleurs du crédit impôt recherche. L'aboutissement de ce projet, il est réalisé par nos ingénieurs. C'est un travail collaboratif des équipes, tout le monde autour de la table, des écotoxicologues, des physico-chimistes, des ingénieurs chimistes et bien sûr des ingénieurs en optimisation de processus et en mathématiques, en data processing. Qu'est-ce qu'il va permettre? Eh bien, il va répondre dans la gestion des déchets, valorisation matière-énergie, au service d'un contexte économique important. Le traitement des déchets s'oriente aujourd'hui de l'élimination vers la valorisation, mais à certaines conditions. Donc une optimisation économique, mais le déchet devient ressource. Et là, le texte capital de la législation, c'est l'optimisation des filières en respect du règlement sur les déchets, la directive cadre 2008-98 CE. Et donc cette directive, et à la demande des acteurs des filières, notre laboratoire a été sollicité pour cette étude et on a conçu ce système pour caractériser les déchets, les classer. 600 résultats d'analyse, une seule conclusion. Donc, cette conclusion, elle va être tirée de quel fait? De quel argument factuel? Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils traitent? Eh bien, ils traitent des résultats d'analyse que vous retrouvez ici, que j'ai résumé, les screenings des métaux lourds, la valorisation résidus calcinés, densité, teneur en eau, les screenings sur les produits volatiles, quantification y compris de molécules non identifiées. Ensuite, les substances organiques non extractibles, les coupes pétrolières qui peuvent être présentes sous forme d'hydrocarbures lourds, les BTX. Et derrière, il y avait un protocole, le protocole INERIS, qui vous guide dans cette valorisation. Donc, ceci était très important. Nous l'avons développé et vous pourrez aller, je vous donnerai le lien pour avoir plus de renseignements. Ensuite, ça procède d'analyse chimique complexe. Donc vous retrouvez des molécules qu'on a citées tout à l'heure. Et donc c'est à travers ces typologies d'analyse qu'on va venir caractériser les déchets, mais surtout dans un souci de valoriser et d'organiser et de sécuriser les filières. C'est cela le nouveau paradigme. Donc notre prestation et quels sont nos délivrables? Eh bien, c'est un ensemble d'analyses avec une conclusion. Nos bulletins d'analyse se présentent sous cette forme. Je rappelle que SGS est le leader mondial du contrôle et de la certification, né à Rouen en 1878, et nous sommes 86 000. Donc on poursuit une tradition d'experts chimistes qui est de mettre, comme on s'en remet à bon avocat, on s'en remet à bon expert, et donc c'est ce type de travaux que nous conduisons. Donc en conclusion, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les laboratoires sont partie prenante